tous, je suis Martin Ramirez. Bienvenue à Travers le Prisme, un espace de rencontre, de découverte et de diversité. D'abord, un reportage sur les semis d'hiver, un atelier organisé par Écoquartier La Salle, où l'on découvre comment cultiver même en saison froide. Puis, un reportage hivernal au marché de Noël à La Salle, où des artisans passionnés ouvrent leurs portes et partagent leur savoir-faire au cours de la saison festive. Ensuite, une interview avec Myriam Copry de Nunamuk, qui nous parlera de sa fondation et de l'importance cruciale de l'intégration des parents immigrants à la petite enfance au Québec. Et pour conclure, une histoire de vie inspirante, celle de Daniela Torres, une artiste mexicaine qui marie la photographie et la broderie pour créer des œuvres uniques. Placé à l'action et à la nature, avec l'Écoquartier de La Salle, on a appris à cultiver semis d'hiver même en saison froide. L'Écoquartier a été porté par l'Héritage Laurentien depuis 2017. Nous, comme mission, on essaie de mobiliser les citoyennetés de La Salle, tous qui habitent à La Salle, à hauteur de l'environnement, l'écologie, l'investissement dans les terres, dans les planètes, les volants d'avoir une planète plus verte et plus durable. Les faits d'hiver, ça marche super bien. Les semis d'hiver, en quoi ça consiste? C'est qu'on va préparer des contenants dans lesquels on va mettre un terreau et on va mettre des semences. On va ensuite fermer ces contenants-là, puis on va les mettre à l'extérieur pendant l'hiver. Et les semences vont être en dormance jusqu'à ce que ce soit assez chaud pour qu'elles puissent pousser. Sont des semences indigènes, ça va combiner la stratification. Donc la stratification, c'est une période d'hivernage qui va transformer les semences, qui va leur permettre de pouvoir germer au printemps. Donc elles doivent passer une période au froid humide et nous, on leur permet de faire ça en les mettant dans un contenant comme ça. Donc c'est une stratégie qui permet d'être plus efficace dans la création de nos semis. Ça prend moins de matériel, c'est moins cher et ça nécessite beaucoup moins de manipulation, de déplacement. Nous, l'atelier qu'on fait, on fournit le matériel. Les gens, s'ils amènent leur propre contenant, ils peuvent faire leur semis d'hiver avec nous, puis on peut leur donner des conseils sur les types de contenants qui fonctionnent mieux, les types de semences aussi qui vont mieux fonctionner, que c'est plus approprié de faire dans les semis d'hiver. L'objectif, c'est de permettre aux gens d'avoir une meilleure autonomie alimentaire. Donc, si on fait un jardin potager, par exemple, avec des semences, ça nous permet de faire pousser quelques légumes chez nous. C'est beaucoup moins cher que d'aller les chercher à l'épicerie. On sait que c'est un enjeu pour beaucoup de gens, l'augmentation des prix à l'épicerie. Donc, ça, c'est une solution qui est accessible à tout le monde. Ça demande très peu de matériel pour pouvoir se produire des choses à la maison. On est vraiment heureux d'accueillir tout le monde, comme on dit, même les nouveaux arrivants, parce que le jardinage, c'est une façon de s'ancrer dans sa communauté, de s'ancrer dans son nouveau territoire, de prendre racine littéralement. Donc, c'est une superbe activité pour venir faire des échanges, rencontrer, partager. Puis nous, on est vraiment contents quand on a des gens qui nous partagent aussi leur héritage. Donc, c'est ça le but de cet atelier-là, c'est que tout le monde apprend comment récupérer ses semences, comment les trier, et ensuite, eux-mêmes, ils peuvent aussi les partager. Donc, nous, ce qu'on veut transmettre, c'est le savoir aussi. Moi, j'ai montré. On essaie d'informer le monde, mais en même temps de travailler avec les communautés main à main pour poursuivre les initiatives citoyennes, les initiatives naturelles qui sont lassalloises et qui visent à avoir une planète plus durable, et plus saine et plus propre. Ambiance festive maintenant du côté du centre culturel Henri Lemieux. Le marché de Noël a rassemblé les talents locaux de l'arrondissement de La Salle. La saison des fêtes arrive à l'arrondissement de La Salle. Le marché de Noël du Centre culturel et communautaire Henri Lemieux a ouvert ses portes le 22 et 23 novembre dernier, où participants et artisans ont apprécié cette grande initiative. Ce marché de Noël-là, c'était l'initiative d'une dame qui était présidente du conseil d'administration à l'époque, Mme André Cadieux,
qui avait eu cette idée-là de mettre en place un marché de Noël. Puis au départ, c'était pour aider certains des organismes de la Saloie, dont la Guilde des tisserands qui sont avec nous aujourd'hui. 2 journées pendant lesquelles les artistes et artisans locaux ont exposé leurs meilleurs produits. Chaque année, je fais des marchés de Noël, souvent pour le bénéfice des personnes qui sont dans le besoin. Je prépare des petits tableaux qui sont abordables, puis des couronnes de Noël, des boules de Noël, des centres de table. Je fabrique des objets en bois avec des retailles, du bois qui est voué à être jeté. Alors, je fais des assiettes, des bols, je fais des planches de présentation, on met du fromage dessus, du raisin, des gâteaux. Membres de l'arrondissement de La Salle, les organismes communautaires et le public général ont assisté et apprécié cette activité. C'est un moment pour faire des belles rencontres, pour encourager des artisans locaux, pas tous de La Salle, mais souvent de la grande région de Montréal. Mais c'est aussi l'occasion de se mettre dans l'esprit des fêtes, puis de faire des premiers achats pour remplir les bas de Noël. Et c'est ce talent des artistes d'ici et d'ailleurs qui a fait briller ce marché de Noël avec leurs produits, chacun marqué d'une empreinte spéciale. Je représente mon pays, la Colombie aussi, puis les bijouteries que j'amène de là-bas, puis je fais le monde connaître un peu de ma culture. On a formé un groupe, on tricote, soit du tricot, soit du crochet, et aussi on a des articles de couture, du tissage. C'est pour ça qu'on expose, pour faire des fonds, pour pouvoir continuer notre organisation. Organisation qui permet les échanges dans une ambiance conviviale dans laquelle prône la créativité et la bienveillance propres à cette saison de Noël. Il y a des bijoux, il y a du tissage, il y a des trucs faits en bois à la main. Ah, c'est merveilleux. La diversité de produits qui nous est offert et tout est fabriqué à la main avec beaucoup de talent, mais surtout beaucoup d'amour. Amour, c'est le mot qui rassemble tous ces exposants où leur mission principale est d'offrir des produits uniques, originaux et de qualité. C'est sûr que nous, on propose le marché de Noël à La Salle, mais évidemment, c'est pour tout le monde. Diversité représentée par les artistes locaux et leurs produits qui bénéficient de ce type d'initiatives comme les marchés de Noël pour renforcer leurs entreprises et organisations dans notre ville. La plupart des gens sont au courant qu'il existe au Québec un organisme d'État qui s'occupe de protéger les enfants. Mais qu'en est-il des parents? Il y a une entité ici, basée à Montréal, qui s'occupe de faire de l'accompagnement aux parents issus de l'immigration qui sont souvent oubliés. Bonjour Madame Copry, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous recevoir à vos bureaux. C'est avec plaisir. Pour commencer, j'aimerais s'il vous plaît que vous présentiez les services Nunanuk aux téléspectateurs qui ne connaissent pas encore les services de votre clinique. Écoutez, Nunanuk, c'est une clinique psychosociale d'accompagnement pour les parents de la diversité culturelle. Alors, que ce soit d'immigration récente ou de plus longue immigration, ça n'en a pas d'importance. Mais nous, on est là vraiment pour soutenir les parents dans leur rôle par différents moyens. Donc, chez Nunanuk, on reconnaît que les parents immigrants de la diversité culturelle ont à cœur le bonheur de leur enfant et sont très engagés. Mais évidemment, il peut y avoir des défis dans ce processus et c'est là qu'on intervient. Donc, cette clinique, qui est une clinique spécialisée, interculturelle, pour les parents qui rencontrent des enjeux, que ce soit, par exemple, dans l'exercice autorité parentale. Est-ce qu'ils arrivent à faire en sorte que les enfants respectent les règles? Est-ce qu'il y a des enjeux de DPJ? Est-ce qu'il y a des enjeux... Aujourd'hui, nous savons qu'il y a des jeunes qui ont des défis avec la loi, okay, qui sont peut-être en train de prendre un mauvais chemin que les parents n'aiment pas. Nous, on est là. Mais nous, on est là pour soutenir les parents.
Pourquoi avoir créé un espace qui est dédié exclusivement aux parents issus de l'immigration? Parce qu'en fait, il n'y a personne qui écoutait les parents. Hein. Quand on parle d'immigration, on parle d'une immigration économique ou bien de protection en tant qu'individu. Mais on est aussi parents. Et les parents n'avaient aucun endroit où parler de ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils vivaient dans ce rôle. Et c'est une identité, être parent. C'est une identité qu'on amène avec nous, qu'on porte nos valeurs, notre culture, notre histoire, notre langue, nos rêves, qu'on veut transmettre aux enfants. Et en immigration, c'est un enjeu, parce que les enfants n'ont pas le même environnement et les parents étaient très, très démunis. Ils se sentaient seuls. Quels sont les outils dont votre clinique se sert pour venir en aide aux familles immigrantes? On fait beaucoup de prévention dans les organismes, comme chez vous, donc à Prisme, Ersom Prisme, désolé. Donc on fait des ateliers de sensibilisation sur la DPJ, par exemple, parce que je sais que les parents ont beaucoup entendu parler de la DPJ avant qu'ils arrivent. Donc, on sensibilise, on donne les informations justes. On a aussi des sujets comme la coparentalité. Donc, dans les organismes, on fait de la prévention. On donne aussi des ateliers espaces parents de groupe et on a des webinaires qu'on offre en ligne. Donc, ça, c'est vraiment notre façon de rejoindre les parents. Dans quel scénario un parent doit-il se dire c'est le moment d'appeler, c'est le moment de demander de l'aide? À quel moment il peut ou il doit reconnaître qu'il a besoin de quelqu'un comme vos services, par exemple? Les parents ont le sixième sens, hein, je dis ça. Hein? À partir du moment où il y a un conflit avec un enfant, quand je parle de conflit où on a l'impression de perdre le contrôle, c'est vraiment une impression. Un enfant qui a une attitude que même dans notre vision de comment doit se comporter un enfant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, on ne comprend pas. Il y a un risque de rupture de communication. L'enfant ne parle plus, l'enfant s'isole, on n'arrive plus à communiquer. Lorsqu'on est souvent interpellé par le milieu scolaire, okay? Il y a des notes dans l'agenda et on ne comprend pas, ça nous met dans un état d'anxiété. On va questionner, on commence à questionner les amis, on va sur les réseaux sociaux. Il suffit simplement de nous appeler et puis on peut éclaircir la situation. On ne laisse pas, je vais dire quelque chose, on ne laisse pas la maison flamber, on ne laisse pas la maison devenir en cendres. Parce que quand il n'y a plus rien, c'est difficile de rebâtir. Donc il faut vraiment faire preuve de proactivité. Dès qu'il y a des boutons rouges, là, orange comme le feu, on peut nous appeler. Merci beaucoup, Madame Copry, de nous avoir reçus dans ce bel espace à vos bureaux. Puis à une prochaine fois. Oui, au plaisir. Merci. Pour conclure l'émission, une rencontre inspirante. Daniela Torres, artiste mexicaine et étudiante de francisation à notre organisme. Elle nous ouvre les portes de son univers, la photo-broderie. Je m'appelle Daniela Torres, je suis mexicaine, je suis une artiste visuelle et étudiante de la francisation à Ersom Prism. J'ai étudié le design de mode et textile et j'ai aussi travaillé comme professeur de couture, photographe et créatrice visuelle. Mon travail mélange la photographie et la broderie fait à la main. Je capture des moments et je brode des souvenirs. J'ai créé à partir des choses simples de la vie quotidienne. Pour moi, ce sont des détails qui ont une vraie valeur parce qu'ils racontent qui nous sommes. Dans un monde très numérique, j'aime ralentir. J'aime prendre le temps. Mes œuvres parlent aussi de ça, de la mémoire, de la vie réelle et de ce que l'on ressent.
Mes racines mexicaines sont très fortes dans mon cœur. Elles sont toujours là. Mais en changeant de pays, de climat, de langue, j'ai senti que mes racines ont aussi changé. Elles ont grandi autrement. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Toujours plus proche de vous, toujours plus inspirante. À la prochaine.